Bonjour à tous, donc, je me présente, Olivier Neu, donc ça ira pas plus loin. J'ai 3 slides à vous faire voir, le reste c'est de la démo, donc je vais commencer par les slides. Donc vous endormez pas tout de suite parce que j'ai besoin de vous pour, ça va être assez tenace, j'ai beaucoup de choses à transmettre en information. Vous allez voir pourquoi je vous dis essayez de vous concentrer, ça va être un petit peu compliqué. Donc là l'idée en fait de cette présentation c'est de vous faire comprendre les technologies qu'on a nous-mêmes apprises depuis le début de l'année, lorsqu'un projet nous a soumis en fait des difficultés de mise en œuvre de leur SPA, dans leur environnement. Ils nous ont contraints à certaines problématiques et puis on a cherché à savoir comment on pouvait faire ça dans Liferay. Et au vu de ce qu'on a découvert, on s'est dit peut-être que ça pourrait vous intéresser aussi. Et l'idée, c'est de vous raconter un peu l'histoire de la manière dont nous, on a procédé pour découvrir ce qui va vous être présenté. Alors, il y a beaucoup de démonstrations, on va rentrer dans le code. L'idée, c'était d'avoir une présentation un peu plus voilà, de ce type-là. Donc, le projet, en fait, est venu avec des problématiques simples. On a une grosse équipe, plus de 300 personnes. Ça fait qu'une petite partie de l'entreprise. On est plus de 3000 informaticiens dans l'entreprise. Puis cette partie-là, en fait, cette ligne d'affaires, on appelle ça chez nous, ont beaucoup d'équipes de dev et ils ont beaucoup d'équipes de dev de front-end. Donc ils ont beaucoup de personnes qui savent développer en Angular, en React, et ils ont des problématiques de faire travailler ces différentes apps dans une même interface, avec des contraintes en plus métiers que je vais vous expliquer. Donc l'idée, en fait, c'est de partir de vous expliquer un petit peu les contraintes, et puis on va vite rentrer dans le code pour savoir comment on a découvert que Liferay pouvait répondre aux différentes contraintes que le projet nous avait imposées. Donc, on va commencer par vous faire voir à quoi le résultat final, on va dire. Donc, résultat final, c'est que le projet voulait avoir une barre d'étapes dans laquelle, en fait, l'utilisateur va parcourir et va pouvoir renseigner des informations de l'utilisateur qui va choisir ses différentes propositions, options d'assurance, etc. Donc, le projet souhaitait avoir dans les pages de Liferay plusieurs apps, qu'elles soient Angular, React. Ils ont des équipes qui sont spécialisées, donc ils ont un rythme de déploiement de ces apps qui sont totalement différenciés des équipes les unes des autres. Et donc, ils voulaient les merger dans un même parcours. Et les contraintes qu'ils nous ont données, typiquement, c'est d'avoir une app Angular qui est le parcours d'étapes et dans le body de la page, des apps qui seront en fonction du type de parcours de l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, en fait, dans l'exemple qu'il nous demandait, qui devait être respecté, c'est que le parcours, on ne le connaît pas à l'avance. Le parcours, il est fonction de l'utilisateur qui s'est authentifié, en fonction de sa situation financière, etc. Il ne va pas avoir les mêmes offres, les mêmes options d'assurance, etc. Donc, la liste des étapes, en fait, devrait être issue en fait, d'un web service. Et puis, ensuite, l'idée, c'est d'avoir des apps Angular qui sont dans les pages. Et là, toute la difficulté, c'est de faire fonctionner tout ça et de manière sans problème, avec des apps Angular ayant des versions différentes, des apps React, Angular, etc. Donc là, je vais vous faire voir juste le résultat, et puis on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi le micro front-end? Pourquoi, en tout cas, il a été intitulé comme ça. Donc là, je vais me connecter, c'est plus simple pour vous faire voir. OK, donc là, vous voyez 2 chargements, une première qui était ici, une deuxième qui est ici. Vous avez une app dont la couleur est rouge, vous verrez les codes couleurs tout à l'heure, là. Et puis une première app, l'étape suivante, vous voyez un changement. Donc vous avez un changement de page, vous avez 2 apps ici qui sont dans la même page. Donc là, on a 3 apps Angular. Et puis, je reclique encore, on a une 3e étape. Là, je vous le laisse libre parce qu'on va le construire ensemble pour vous faire voir comment on peut en fait rendre flexible cette approche-là. Puis là, j'utilise le navigateur pour revenir en arrière. Et vous voyez que tout continue à fonctionner correctement. Donc là, c'est ça en fait le résultat qu'il souhaitait avoir. Il voulait avoir une POC de ce fonctionnement-là avec des apps Angular, et comme je vous le disais. Donc, quand on a recherché à comment faire dans Liferay, on s'est intéressé finalement à ce qu'on appelle le micro front-end. Alors moi, au début de l'année, je ne savais pas ce que c'était.
Donc j'ai 2 slides à vous faire voir pour vous expliquer ce que c'est. Donc la première, c'est l'histoire de nos applicatifs en informatique. Donc ça se lit de gauche à droite avec la ligne de temps. Donc en fait, vous connaissez les 3 couches, hein, couche de présentation, couche de traitement et couche d'accès aux données. Puis en fait, au début, on crée des applications web, on était sur des applications web de type monolithique. Puis de plus en plus, on est arrivé vers le côté droit ici, ce qu'on appelle microservices. Mais comme on le voit dans ce schéma-là, on avait réussi à faire du microservice sur la partie back-end, entre autres, hein, on connaît bien avec le service OSGI, etc. Tout ça, c'est des microservices qu'on peut réaliser. Donc, on pouvait très bien avoir des widgets qui sont créés par une team 1, une team 2, de manière différenciée et les faire vivre dans un même portail. Là où on avait des problématiques, c'est sur la partie front-end, où on avait encore cette partie monolithique, en fait. Donc, sur les grosses applications de type portail, on avait encore un front-end qui était commun. Et là, on avait une difficulté à segmenter les équipes sur les tâches qu'ils avaient réalisées en fonction de leur spécialité. Donc est venu le concept finalement de microservices, où de bout en bout, les équipes vont développer l'applicatif sur les 3 couches qu'on a vues tout à l'heure, mais team par team, d'accord? Et c'est ça en fait l'approche micro-front-end. Donc comment on va réussir à faire ça en fait dans Liferay? Donc la première chose qu'on a essayé de voir, on était déjà un peu sensibilisé sur les nouveaux bundles que Liferay avait mis à disposition, qui a été évoqué tout à l'heure, qui sont les Liferay JS, anciennement Liferay Bundle, qui permettent de pouvoir créer des applications de type Angular ou React à partir d'un template Yeoman, et puis qui se développe en dehors d'un IDE même de Liferay, en dehors même d'un contexte Liferay, qui se développe comme une application Angular et qui permettent de pouvoir monter cette application Angular dans Liferay avec des mécanismes un petit peu plus qui n'existaient pas. Alors, je vais vous faire voir ce schéma qui est optionnel, que je n'avais pas prévu, mais en gros, vous avez aujourd'hui la possibilité de créer des applications de type Angular. On le voit à gauche, Vue, Metal.js et React.js, et JS tout court. Donc vous avez un bundle full.js qui va être construit avec typiquement du NPM. Hein, on fait NPM install, on ne fait pas du Gradle ou du Maven, typiquement pour les construire. Et puis, donc là, les front-ends sont enchantés, puisqu'en fait, ils n'ont pas à savoir quelle est la tambouille de Liferay là-dedans. Puis vous avez ensuite, dans Liferay, ce qu'ils appellent donc un portlet extender, qui permet de pouvoir décortiquer ce bundle au format jar, et de pouvoir créer les artefacts Liferay, qui permettent de pouvoir, typiquement, un bundle va être représenté sous forme de widget dans Liferay, qu'on va pouvoir déposer et drag and dropper dans les pages, etc. Donc tous les artefacts que Liferay connaît pour pouvoir manipuler les widgets, au même titre, que ce soit les préférences de portlet, etc. Il y a vraiment toute la panoplie d'une construction de portlet typique, mais cette fois-ci, elle est portée dans une application full.js. Donc on est parti de cet usage, en fait, ce nouveau usage chez Liferay, qui permet de pouvoir construire des apps en GUI, des différentes technologies que vous voyez ici, et comment dire, en dehors de Liferay. Hein. Il y avait aussi cette contrainte, c'était que les développeurs ne sont pas des développeurs Liferay. Donc comment faire pour mixer finalement le savoir-faire de spécialité front-end pour les intégrer dans Liferay. Donc on a utilisé cette possibilité dans Liferay. Donc ce que vous voyez tout à l'heure ici, là, c'est... pas besoin de prendre des notes, vous allez avoir en fin de slide une URL où vous pourrez récupérer toutes les sources des bundles que vous voyez ici, des thèmes de Scena.js, enfin de tout ce que vous voyez ici en termes de fonctionnement, vous le récupérez sur GitHub. Voilà, c'est... Donc c'est ça, en fait, il y a plusieurs bundles qui ont été créés pour ce POC. Donc là, vous en avez vu 3, mais il y en a encore d'autres qu'on va détailler un petit peu plus loin. Donc pour faire vivre ces différentes apps, on va commencer par cette approche-là. Et puis on a 2 gros sujets en fait, à aborder. Le premier, ça va être l'utilisation de Scena.js, qui nous permet typiquement de naviguer d'une page à une autre, telle que vous le voyez ici. Et puis ensuite, on partira sur la partie plus détaillée du NPM Bundler, en fait, Liferay NPM Bundler, qui est
la nouvelle façon de faire Liferay, en tout cas qui séduit beaucoup notre firme et les gens qui y travaillent. Et c'est aussi grâce à cette nouvelle feature qu'on réussit à avoir des nouveaux utilisateurs côté Liferay qui sont, vous verrez tout à l'heure, dont les fonctionnalités qu'ils connaissent déjà dans le front-end sont enrichies en plus grâce aux fonctionnalités de Liferay. Liferay reste un accélérateur pour les développeurs front-end. Ils ont au moins réussi ce challenge-là. On va essayer de le voir ensemble. Donc, on va commencer sur la partie Scena.js. Donc, Scena.js, ça, vous connaissez. Si vous tapez ça sur Internet, vous allez retrouver sur ce site-là. Et puis, c'est comme ça qu'on a aussi commencé, nous. Puis, quand on a commencé à regarder comment ça fonctionne, bah, c'était pas très clair. Parce qu'en fait, les explications qu'il y a sur ce site-là, en fait, c'est pour un Scena.js en dehors de Liferay. Donc, dans le contexte de Liferay, on a compris que Scena.js y était imbriqué, mais comment celui-ci fonctionne, c'est quoi son rôle exactement là, comment il peut m'aider aux différentes fonctionnalités qu'on a vues précédemment. Donc, on va expliquer directement dans le code. Donc, non, on va faire ça. J'ai un autre slide à vous faire voir, qui est celui-ci. Comment fonctionne Scena.js? Scena.js, c'est le framework de SPA de Liferay, qui permet de faire de la SPA dans Liferay. Quand on parle de single page application, c'est vraiment, c'est pas la SPA Angular qui normalement devrait être toute seule sur la page. Là, l'idée, c'est de faire cohabiter plein d'applications, que ce soit des widgets du CMS, comme des SPA Angular dans la même page. Et pour ça, évidemment, il faut une brique au-dessus des autres pour pouvoir la gérer. C'est donc Scena.js. Donc Scena.js, comment fonctionne-t-il? C'est un framework JS qui va écouter tous les clics, tous les liens sur lesquels l'utilisateur va cliquer dans la page. Il va les écouter et il va s'exécuter à ce moment-là. Quand il va s'exécuter, quand vous allez cliquer sur un lien pour passer d'une page à une autre, par exemple dans Liferay, eh ben, que va faire Scena.js? On voit en fait à gauche qui est notre page courante, et puis notre page de destination, c'est la page de droite. Donc Scena.js, en fait, il va lancer une requête XHR, donc une requête Ajax. Il va récupérer son contenu, et puis il va la décortiquer. Il va récupérer les éléments qu'on a déterminés, qu'on a paramétrisés dans Scena.js, et puis il va les injecter dans la page en cours. D'accord? Donc ça permet à Scena.js de faire de la navigation de page sans qu'on ait tout le scintillement de la page, le rafraîchissement complet de la page. C'est un petit peu l'enjeu aussi de l'exemple qu'on est, pardon, je reviens ici, qu'on est en train de mettre en place pour le projet qui avait cette contrainte-là. Donc là, typiquement, vous voyez dans l'URL ici, on a une page, une Liferay, qui s'appelle page 1. Puis quand je clique sur suivant, on est sur page 2. D'accord? Scena.js est un framework qui permet de gérer toute la partie navigation, retour en arrière, etc. Ça, je vous laisserai toute l'opportunité de lire la documentation de Scena.js là-dessus. Ce on va aller un peu plus loin, c'est comment il a été implémenté dans Liferay. Donc là, l'idée, c'est de vous faire voir déjà une démonstration. Typiquement, ici, le projet voulait que la barre d'étape ne soit jamais rechargée. Elle soit chargée une première fois, puis on navigue ensuite dans les autres pages qui sont en fonction de l'utilisateur. On a bien compris que ce n'étaient pas des pages qui sont prédéterminées, elles sont en fonction des utilisateurs. Puis cette barre-là, elle ne devrait jamais être rechargée. Donc on va essayer de le voir ensemble. Puis je vais vous mettre un chiffre qui est différent. Là. Par exemple, si je vous mets étape 222, si je passe à l'étape précédente, vous voyez qu'elle ne bouge pas. Donc il y a des éléments de la page ici qui ne bougent pas. Donc déjà, dans le concept, on peut déjà imaginer plein de concepts. On pense à Gmail, dans laquelle on a une barre à gauche, une barre en haut, une barre de recherche qui finalement ne bouge pas, et puis tout le contenu va bouger, le body, en fait, dans lequel il pourrait y avoir des SPA Angular, comme c'est le cas ici. Donc ça, déjà, c'est grâce à Scena.js. Alors, Scena.js est configuré par défaut par Liferay pour faire en sorte que ça soit tout le body qui change. Quand vous cliquez dans Liferay sur tous les liens, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tout le body de la page en cours, il va le remplacer par le body de la page de destination. Puis en fait, ce que nous on a fait, c'est qu'on a configuré Scena.js pour qu'il n'y ait que certains éléments en fait, de la page HTML qui vont être modifiés. Donc, comment paramétriser ça? Alors, vous comprenez que pour que ça puisse fonctionner, déjà dans un premier temps, il faut que les deux pages
ait la même structure de HTML. Hein, quand il y a un ID dans la page courante, il faut que l'ID dans la page suivante soit aussi présent. Scena.js se base sur des ID pour savoir quelles sont les portions qu'il doit rafraîchir dans la page en cours. Donc, dans Scena.js, ils appellent ça des surfaces. Donc l'idée, c'est de configurer des surfaces en fait, dans Scena.js. Dans notre exemple, en fait, on a configuré toutes les surfaces, sauf finalement celle de la barre d'étape. Donc on rafraîchit finalement tout, sauf la barre d'étape dans notre use case. Et dans l'iFrame, on sait que le thème, il est intéressant dans ce cadre d'usage parce que quand le thème est associé à 2 pages, et la même structure de page en fait, se retrouve dans les 2 pages, hein, puisque c'est le thème qui définit la structure HTML de la page. Donc on a configuré Scena.js dans un thème. Alors si je vais maintenant dans la partie source du thème, on est là, et puis je vais rentrer dans ce qui nous a permis de configurer en fait l'ASPA de l'iFrame. Donc l'iFrame, par défaut, il va créer une SPA. Donc, quand vous allez sur le site de Scena.js, vous verrez que vous devez instancier un objet qui s'appelle app. En fait, cet app, il a déjà été instancié par l'iFrame au moment où il charge la page. Et il l'a instancié et il l'a associé, accroché finalement à ses API JavaScript classiques. Donc, lorsque vous allez dans l'iFrame, dans n'importe quel navigateur, et vous faites un l'iFrame.spa, vous aurez l'objet SPA de l'iFrame, vous aurez la configuration de Scena.js. Donc là, si par exemple, je vais sur la page qui est ici, et que je vais sur le navigateur, dans la console, pardon, hop, l'iFrame.spa. Donc vous voyez ici, en fait, vous avez vraiment l'objet de la SPA de Scena.js configuré dans l'iFrame. Et tout ce qui est configuré ici peut être reconfiguré. Et c'est ça qu'on a réalisé, en fait. C'est que finalement, ce que vous voyez ici, non, plutôt ici, ce que vous voyez ici, c'est simplement quelques lignes de code qui ont permis de faire ce qu'on a vu ici, reconfigurer quelles sont les listes des surfaces qu'on veut paramétriser dans l'iFrame, du moins par rapport au thème qui a été chargé dans la page. Et là, typiquement, vous voyez qu'on reset toutes les surfaces qui ont été définies. Il n'y en a qu'une par défaut dans l'iFrame. Puis ensuite, on définit les surfaces nous-mêmes. D'accord ? Et donc là, on a défini 4 surfaces. Il nous en manque une 5e qui est en fait l'ID de la... Si je vais dans le template ici, il y a la SPA en fait la barre de navigation, en fait, elle est ici. Finalement, il y a une partie qui n'est pas rechargée en fonction des ID qu'on a déterminés en surface. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Je pense que le code est plus clair que moi sur ce coup-là. Donc, il y a une partie qui est ici qui définit la liste des surfaces, mais il n'y a pas que ça qu'on définit en fait dans Scena.js et dont on a besoin de définir. Comme vous avez compris, il faut que les 2 pages, la page courante et la page de destination, soient identiques en termes de structure HTML. Mais comment ça se passe dans ce cas-là, quand on est ici, par exemple, et qu'on clique sur les liens qui sont à gauche, qui sont des pages d'administration de l'iFrame? Forcément, la page de destination de l'iFrame, elle n'a pas du tout la même structure de page que celle que j'ai définie dans mon thème. Donc, si j'avais rien fait, toute page d'administration sur laquelle je clique, il y aurait un problème avec Scena.js, en fait. Il va essayer de faire du merge, du rafraîchissement de parties. Celles qu'il va trouver, il va les rafraîchir. Celles qu'il ne va pas trouver, il ne va pas les rafraîchir. Puis ça va vous faire quelque chose qui n'est pas propre, en fait. Donc, ce qu'il faut penser quand on pense à Scena.js et quand on reconfigure finalement sa configuration, ses paramétrages, c'est qu'il y a un ensemble de portlets de l'iFrame qu'on peut blacklister. Si moi, je suis dans ma page l'iFrame avec mon thème, je peux dire tous les portlets qui sont les portlets d'administration de l'iFrame, je vais les blacklister dans le fonctionnement de Scena.js. Lorsque l'utilisateur va cliquer sur un lien finalement de cette barre d'administration, il va avoir un rafraîchissement complet de la page. Scena.js ne va pas essayer de faire du rafraîchissement partiel. D'accord ? C'est un peu comme ça qu'on a trouvé l'astuce finalement pour réussir à faire fonctionner l'iFrame correctement avec Scena.js et notre problématique. Alors,
On va voir plus tard là, toute la partie de comment je récupère des objets de type surface, etc. Globalement, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Liferay se base sur Scena.js que vous trouvez sur Internet, mais il l'a surenchéri, il l'a étendu. Il l'a étendu pour avoir des fonctionnalités de portail. Donc, on peut étendre les classes de Scena, et puis Liferay a créé lui-même des Liferay Surface. Ce sont simplement des classes JavaScript qui étendent les classes de Scena. Donc là, l'idée, c'est de récupérer finalement la classe de Liferay et de l'utiliser pour implémenter les surfaces. Donc là, c'est on va dire la partie qui nous permet de pouvoir dire dans Liferay comment je fais pour naviguer d'une page à une autre avec un rafraîchissement minime, parce qu'il y a ça aussi, les contraintes d'optimisation. Dans Scena.js, quand on est voilà, ici, typiquement, je vais naviguer d'une page à une autre. Vous allez voir le peu de requêtes qui aura été réalisées. Voilà, elle se termine, c'est fini. L'optimisation, elle est aussi là dans Scena.js. Elle est souvent sous-exploitée dans Liferay. Mais si on paramétrise bien finalement notre interface, on peut arriver à des navigations qui sont plus intelligentes et beaucoup mieux optimisées en fait. Donc là, vous voyez la page qui est la page 1. Hein. Donc je la rafraîchis, ça fait que ça. Si je fais un F5, je rafraîchis complètement. Vous voyez que ça n'a plus rien à voir, là. Ça continue encore à charger. Et vous n'avez plus du tout le monde 80 requêtes, 9,7 MO de télécharger. Bon, on n'est pas en deflate tout ça, hein, mais en gros, là, on a quand même un gros téléchargement. Si je passe à l'étape à la page suivante, là où il y a 2 spas, voilà, je suis à 2 MO de télécharger, il y a 2 SMA, 34 requêtes. C'est bien plus petit, et en termes de performance, là, on gagne beaucoup. Donc il y a la partie optimisation qui nous intéressait, la partie je peux rafraîchir certains éléments de la page, etc. Mais ça ne réglait pas nos problèmes de comment faire cohabiter des spas différentes dans Liferay. C'est là où on a découvert un peu déjà la nouvelle façon de construire des spas dans Liferay avec le fameux Liferay.js. Donc, il faut installer Yomen, il faut installer le générateur Liferay.js, et après, une fois qu'on est là, on peut aller dans notre commande n'importe où, et puis taper yo Liferay-js, et ça nous permet de lancer en fait le mode de construction de ce type de spa en fait, d'accord? Donc je ne vais pas le faire là, hein. Ça n'a pas d'intérêt, mais c'est pour que vous compreniez que tous les bundles qui sont là en exemple ont été construits à partir de ça. Mais on a aussi testé la construction des fameux bundles tels que là, à partir de bundle OSGI, hein, dans laquelle on monte une spa aussi Angular. Parce qu'il y a 2 façons de construire du Angular dans Liferay. La première qui était en 7.0, qui était basée sur du bundle OSGI, donc à partir de Java, avec des vues JSP pour bootstrapper notre Angular. Et puis maintenant, vous avez la nouvelle façon où vous avez le fameux bootstrap, c'est-à-dire le moment où l'application est chargée dans la page. Ce n'est pas vous qui vous en chargez. Il a été décortiqué par le fameux extender de Liferay au moment où vous avez mis votre spa dans Liferay, dans le deploy. Donc voilà, maintenant, plus dans le détail justement sur cette technologie, parce qu'il nous semblait, avec les gens de Liferay en tout cas, qu'il était intéressant d'aller dans Fine Green en fait, sur cette partie-là, faire comprendre comment on réussit à faire construire dans une même page des spas avec potentiellement des versions d'Angular différentes sans que ceux-ci se mêlent les uns avec les autres. Et je dirais que cette présentation, elle ne s'arrête pas au spa Angular et React. Elle va beaucoup plus loin. On verra qu'on va pouvoir profiter de ces mêmes fonctionnalités dans des ADT, dans des templates qu'on crée, par exemple, pour les assets publishers, etc. Petite dédicace pour certains qui utilisent certaines librairies de type jQuery Data Table, des librairies externes à Liferay qui permettent de construire des tableaux, qui demandent des JS et des CSS pour être construits. Comment, en fait, tout ça, ça peut être construit dans un univers de Liferay. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que j'aimerais on reste, pas focalisé sur la partie Angular Liferay. Mais si vous avez des questions sur la partie construction des apps Angular, des spécificités, comment on peut gérer l'internationalisation dans ces types d'apps, etc., n'hésitez pas à venir nous voir après la présentation. Parce que là, on ne va pas avoir le temps en fait, de présenter tout ça. Là.
Donc là, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus dans le détail sur comment on se construit, plutôt comment Liferay, quelle est les mécaniques de Liferay qui nous permettent de pouvoir profiter de fonctionnalités qui scopent bien les différentes exécutions de JavaScript, qui sont entre autres des apps Angular, React, etc. Donc là, typiquement, déjà, en fait, on voit un projet classique d'une app Angular avec le nouveau process, Liferay.js. Donc un Liferay, une app qui se crée avec cette arborescence de fichiers typique. Et là, on va aller un petit peu voir comment celui-ci se construit. Vous avez compris que finalement, on fait npm install, et au npm install, ça va construire un jar, qui est en fait un bundle OSGI, qui va se déployer dans le conteneur OSGI de Liferay, et qui va en fait déployer votre JavaScript, que ça soit du Angular ou pas. Donc, tout est basé sur le package.json. Là, on est vraiment, pour les spécialistes front-end, c'est leur univers. Là, moi, je ne suis pas spécialiste front-end, donc avec toute humilité, j'ai approché cet univers-là. Mais pour eux, en fait, ils travaillent qu'à partir de ça. Et ça, ils connaissent bien ce package.json, bien entendu, et la manière dont ils vont l'exploiter. Liferay est parti de ça pour construire, en fait, tout ce qu'on va voir derrière. Donc, c'est simple. Vous avez une rubrique dependency, une rubrique dev dependencies pour dire quelles sont les bibliothèques dont j'ai besoin pour construire typiquement mon app, le builder. Puis vous avez la partie script, et c'est principalement celle-là, en fait, qui nous intéresse, là. Donc celle-là, en fait, elle a déjà été évoquée ce matin, s'appelle le Liferay NPM Bundler. Liferay NPM Bundler, c'est un ensemble de scripts dans Liferay qui ont été créés depuis quelques mois maintenant, c'est quand même pas tout nouveau, mais qui existait en version 7.0, qui est utilisé principalement dans du bundle OSGI avec du Java, etc. Et en fait, il y a toujours deux modes dans les scripts qui sont utilisés dans le Liferay NPM Bundler. Maintenant, il y a toujours deux modes. Le mode qui est, je suis encore en mode traditionnel, on va dire Liferay en bundle OSGI, et puis le nouveau mode, d'accord? Donc, dans le nouveau mode, c'est celui qui va nous intéresser, mais sachez que tous les fonctionnements qu'on va voir ici fonctionnent aussi avec le mode Angular qui a été exposé même ce matin, qui avait été développé avant que finalement ces nouvelles features arrivent chez Liferay. Donc, Liferay NPM Bundler, si je vais sur Internet, c'est basé sur je crois que c'est plutôt ici, ouais, c'est là. Sur le GitHub, vous allez sur le Liferay.js Toolkit. C'est vraiment le toolkit de Liferay dans lequel il va y avoir tous les JavaScript, tous les scripts qui vont s'exécuter dans ce cadre-là, entre autres. Et typiquement, lorsque vous allez dans Package, vous allez avoir un ensemble de scripts qui sont, vous voyez, il y en a quand même un ensemble. On va en voir quelques-uns aujourd'hui, mais sachez que l'univers est large, beaucoup plus large que celui qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va voir quelques modules qui sont les plus essentiels pour comprendre notre use case, mais là-dedans, vous avez énormément de scripts qui s'exécutent, qui ont été développés depuis peu. Donc là aussi, vous avez une forte communauté, et vous avez tous les jours, vous avez des commits qui se réalisent, et c'est très très actif là-dessus. Aujourd'hui, dans notre firme, on considère que ces nouvelles features sont assez matures pour aller jusqu'en production et régler l'ensemble de nos problématiques les plus urgentes en tout cas. Donc, comme je disais, le point d'entrée, en fait, finalement, c'est le Liferay NPM Bundler. Donc, vous comprenez que pour une app Angular, pour qu'elle puisse fonctionner, il lui faut un certain nombre de scripts qui viennent du corps de Angular, de Angular Core, etc. Donc, ils sont déterminés dans une app Angular classique, ils sont déterminés dans le dependencies. Ils sont ici. Donc, Liferay, qu'est-ce qu'il fait quand vous exécutez le Liferay NPM Bundler? Donc, le Liferay NPM Bundler va s'exécuter et va générer tout un ensemble de builds qui est ici. C'est ça qu'on va voir en détail, d'accord? Alors, je vais passer sur un autre bundle, dans lequel vous comprendrez dans quelques minutes pourquoi je passe sur l'autre, parce que celui-ci, finalement, il n'y a pas grand-chose, j'ai moins à vous faire voir. Je vais passer sur le bundle qu'on appelle chez nous le bundle provider. Le bundle provider dans lequel le build s'exécute de la même façon, bien sûr, mais là, vous allez avoir beaucoup plus de choses. J'ouvre le package.json. Voilà. Donc, vous avez dependencies ici, vous avez un ensemble de bibliothèques, et en fait, face à ces bibliothèques qui ont été déterminées dans dependencies, finalement, au moment où Liferay build le jar,
ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler sur l'ensemble des packages qui ont été définis comme dependencies, et il va les packager, il va les repackager, et il va réaliser énormément de travail qui va ajouter des features que le développeur n'aura pas développées. C'est là où il est encore un accélérateur pour le développeur front-end. Il va rajouter des features sans que le développeur front-end en fait, ait à s'en préoccuper. C'est à ce moment-là que ça se crée. Ce qu'il faut comprendre de ce format-là, c'est Liferay n'intervient finalement qu'au moment du build. Tout ce qui est avant le build, c'est une app Angular classique. Donc au moment du build, Liferay intervient et il va travailler sur ce qu'on est en train d'expliquer. Donc là, typiquement, je prends la première. Angular Animation avec la version qui est ici. Vous voyez qu'en fait, dans le build, c'est-à-dire ce qui va générer le jar après coup, il y a un répertoire dans lequel il s'appelle Node Module, et il y a un ensemble ici de répertoires. On a le répertoire avec le mot animation dedans, avec la version. Vous voyez qu'il y a un nommage qui est respecté, donc celui-ci peut être prédéterminé. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, il y a une nomenclature que Liferay suit derrière. Donc, derrière ça, en fait, ce que va faire Liferay, c'est qu'il va aller véritablement dans le package de animation de Angular, qui se trouve dans Node Module de notre app Angular classique. Il va rentrer dedans, il va prendre tous les JS qui sont dedans, et il va les retravailler pour les mettre sous un nouveau format, qui sont les formats AMD Loader. C'est là où on va introduire les notions de module AMD dans Liferay, et la manière dont ceux-ci en fait, vont nous permettre d'accéder aux features que le projet nous avait imposées. Donc, quand je rentre en fait dans le retravail de Liferay, de cette fameuse bibliothèque dependencies, et que je prends un fichier JS, alors il faut que j'en trouve un, par exemple celui-ci. En fait, si je le prends à l'origine, le fichier d'origine, il y a beaucoup de choses que je ne verrai pas. Il y a principalement toute cette partie-là qui n'est pas présent dans le fichier JS d'origine des dependencies qui ont été définies dans le package.json. On peut essayer de le retrouver dans l'autre, là. J'ai été dans Bundle, je crois, c'est celui-là. Vous voyez, ça c'est le fichier d'origine, et ça c'est le fichier final. C'est celui qui va être embarqué dans notre jar, et ensuite déployé dans Liferay. Donc on voit qu'il y a toute une partie en fait, qui a été créée ici. On voit des mots-clés comme Liferay, Loader, Define. Et puis à la droite de cela, on voit un ensemble de définitions. Et c'est là où on va un petit peu s'attarder pour bien comprendre comment ça fonctionne et comment on peut s'en servir aussi en dehors d'une app Angular. Alors, module AMD, pour être clair, je vais essayer d'être concis en tout cas. Je ne suis pas un spécialiste non plus, comme je vous le disais, mais parce que les modules AMD existaient avant même que ce besoin arrive en début d'année. On l'utilisait en 6.2 quand on utilisait Require.js, par exemple. Quand on voulait essayer de modulariser les bibliothèques JS dans 6.2, on utilisait des bibliothèques de type Require.js, System.js, Common.js, etc. Liferay, en fait, va faire la même chose. Il se base sur la bibliothèque Common.js pour créer ce qu'on appelle des modules AMD. Les modules AMD sont utilisés principalement dans des grosses applications JavaScript pour pouvoir morceler et réutiliser des morceaux de JavaScript d'une application à une autre. C'est là où, en fait, on va beaucoup regarder s'il nous reste du temps. X, c'est quoi? Il me reste 2 minutes? Tabernacle. Ok. Alors, tout est sur Internet. Non, il faut vraiment raccourcir. C'est que là, vous avez un module provider, vous avez tout un ensemble de bibliothèques qui sera utilisé, toute la définition des Angular et des core, etc., sera utilisée par tous les bundles Angular qu'on aura dans notre applicatif. Ils vont venir se feeder de celui-ci. Ce qui veut dire que le sample npm provider est lourd à compiler, à builder, puisqu'il embarque tout ça. Au moment du traitement, vous avez compris qu'il y a beaucoup de travail qui est réalisé. Mais c'est le seul bundle qui est long. Les bundles qui sont de type parcours, comme on a vu tout à l'heure, celui-ci, il est très rapide. Il met moins d'1 minute à être compilé. Pourquoi? Parce que, vous voyez, dans notre module, il n'y a plus rien. J'aurais préféré avoir plus de temps pour vous faire voir qu'il y avait une petite chose. Bref, il n'y a plus rien. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est embarqué de cette façon-là dans Liferay. Quand Liferay exécute une app Angular, il va utiliser ces fichiers qui ont été rebundlés, ces modules AMD, et il va utiliser que eux. C'est-à-dire que l'app Angular va exécuter
les versions du corps Angular qui a été déterminé, emportées dans le bundle, et que cela. C'est pour ça qu'on arrive à avoir plusieurs apps Angular ou React dans la même page, sans qu'il y ait de scope qui dépasse entre les différentes versions, etc. Comment dire, c'est dur. Vous avez la possibilité de pouvoir faire des modules AMD Loader en JS, donc téléchargement de modules JS, mais aussi de type CSS. Juste un exemple, et c'est la dernière, je crois que j'ai déjà dépassé mes 2 minutes. On va essayer d'aller sur la troisième page. Et on va juste ajouter quelque chose qui me semble être le nerf de la guerre. Si on arrive à faire ça, ça veut dire qu'il ne nous reste plus que l'imagination pour faire le reste. Donc là, je mets un agrégateur de contenu. Et je vais aller chercher le template que je vous ai préconstruit. Voilà, je vais enregistrer. Donc là, vous avez jQuery Data Table, qui est une librairie externe, qui a été chargée de manière dynamique avec du AMD Loader. Pourquoi? Parce que dans mon provider, j'ai mis cette bibliothèque-là, et automatiquement, l'AFRE a créé le module AMD pour cette bibliothèque externe, à notre place. Elle est utilisée dans un ADT, ici, avec le chargement du CSS de manière dynamique. Si je regarde non, provider, je l'ai mis. Il est où mon provider? Il est là. Si je regarde l'ADT, la tête de l'ADT, et je vais m'arrêter là pour les questions, je pense, c'est ça? OK. Il n'y a pas de questions, personne n'a compris en fait. Ici, vous avez du HTML classique, et en toute fin, vous avez juste un livrary loader require pour dire j'ai besoin ici de mon JS Data Table jQuery en Bootstrap 4 et de mon CSS, et automatiquement, vous avez ces librairies qui sont chargées dans votre page et mises en forme avec des données qui sont là en dur, mais qui pourraient venir d'une source différente. Je suis désolé, en réalité, je voulais faire ça live, mais je m'aperçois que 2 heures, c'est vraiment ça qu'il faut pour aller jusqu'au bout.